À quelle ville pensez-vous quand je vous parle de l'Europe? La plupart des gens pensent à Paris, Londres, Barcelone, Rome et ce genre d'ambiance. Peu de gens penseraient à des lieux comme Belgrade, Sofia, Chisinau ou Minsk. Cela reflète une séparation nette entre les États d'Europe de l'Ouest et ceux d'Europe de l'Est. Cette séparation date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Europe était divisée idéologiquement entre les États autoritaires socialistes et communistes de l'Est et les États démocratiques capitalistes de l'Ouest. Cette division a été parfaitement résumée par le terme « rideau de fer », créé par l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill. Au sommet, le rideau de fer longeait ses frontières. Pendant la guerre froide, le rideau de fer, bien qu'immatériel, existait clairement dans l'esprit des gens. La correspondance et l'engagement actif entre les deux camps étaient rares. Ceux d'Europe de l'Ouest s'aventuraient très rarement dans l'Est rouge, et ceux de l'Est étaient incités à rester à l'écart de l'Occident corrompu. Sur le plan économique, durant cette période, les États d'Europe de l'Ouest se sont développés bien au-delà de leurs homologues socialistes autoritaires, car leurs idéologies fondamentalement capitalistes ont poussé de nombreux États vers des initiatives de privatisation, et de nombreux individus cherchaient à gagner autant d'argent que possible. En Europe de l'Est, la mentalité marxiste dominante affirmait que l'égalité menait à la prospérité. Aujourd'hui, on sait que de nombreux responsables gouvernementaux ne partageaient pas cette idéologie, comme l'ont révélé les nombreux cas de corruption et de détournement de fonds de l'époque. Cependant, de nombreuses personnes ont tout de même été contraintes de vivre sous de tels régimes qui enseignaient ces idéologies et par conséquent n'avaient pas la possibilité d'améliorer leur situation financière individuellement. Prendre soin de l'État, c'était prendre soin de soi. Ce point se retrouve dans les principales industries des anciens paradis socialistes d'Europe de l'Est. Leurs économies y reposaient surtout sur l'exportation de matières premières, produits agricoles et biens de consommation bas de gamme. De telles industries d'exportation existaient également en Europe de l'Ouest. Cependant, elles disposaient de technologies extrêmement recherchées, d'exportations basées sur la finance et le droit, parmi de nombreux autres domaines qui prenaient de plus en plus de valeur dans la société mondiale. Entre 1989 et 1991, période marquée par la chute du communisme en Europe de l'Est, aucun État européen, sauf l'Union soviétique, ne figurait parmi les 10 économies européennes les plus puissantes. La carte se présentait ainsi. La disparité entre le produit intérieur brut annuel des États d'Europe de l'Ouest et de l'Est est évidente. Comme je l'ai dit, entre 1989 et 1991, le socialisme autoritaire s'est effondré comme idéologie dominante en Europe de l'Est. En 1992, la Yougoslavie était le seul État socialiste d'Europe. L'Europe de l'Est était désormais libre de rattraper son retard capitaliste par rapport à ses homologues occidentaux et de combler le fossé économique qui s'était creusé entre les deux. En théorie, la chute du communisme aurait dû lancer un tel processus. Mais en réalité, cela n'a pas vraiment modifié le paysage économique du continent européen. Voici une carte de l'Europe 2023 montrant la richesse des pays en 4 percentiles. En vert, nous voyons le percentile élevé. En jaune sointé, nous voyons le percentile moyen à élevé. En orange, le percentile moyen ou la faible. Et en rouge, le percentile le plus bas. Maintenant, je suis sûr que vous voyez tous ce que cette carte démontre, mais pour vraiment le souligner, ajoutons le contour de ce qu'était le rideau de fer. Vous pouvez clairement voir que depuis la période de 1989 à 1991, il n'y a pas eu de changement significatif dans le classement économique du continent. Je veux dire, oui, certains États comme la Pologne et la Roumanie se sont considérablement développés économiquement depuis leur période socialiste respective. Cependant, les États occidentaux se sont aussi développés économiquement et dominent toujours l'économie européenne. Aucun rattrapage économique n'a eu lieu. Depuis la fin de l'ère socialiste, l'écart entre les pourcentages bas et élevés n'a cessé d'augmenter. L'Allemagne se trouve en tête avec un produit intérieur brut d'environ 4 000 milliards de dollars. À l'opposé, le Monténégro a un produit intérieur brut d'environ 5 milliards de dollars. Bien sûr, cette comparaison est inexacte. Le produit intérieur brut ne reflète pas tout le bien-être économique et social des États. Et la population compte aussi. Cela ne change rien pour l'Europe de l'Est, au contraire, cela aggrave la situation. Si l'on cartographie les États ayant le plus faible revenu national brut par habitant, qui est essentiellement une mesure du revenu annuel moyen, ce sont ces États qui s'en sortent le moins bien. Et voici les États qui s'en sortent le mieux. Encore une fois, la division Est-Ouest est extrêmement évidente. Et peu importe la façon dont on essaye de présenter les choses, il n'y a certainement aucun argument pour dire qu'il y a égalité entre les deux côtés.
Malgré les espoirs nés après la chute du rideau de fer, l'Europe de l'Est reste économiquement en retard sur l'Ouest. La question est donc, pourquoi? Pourquoi en est-il ainsi et pourquoi les États d'Europe de l'Est n'ont-ils pas réussi à combler cet écart ou à offrir des opportunités généralement plus prospères à leur population? Comme souvent en relations internationales, il n'existe pas de réponse simple, mais plutôt plusieurs facteurs qui peuvent être utilisés et appliqués pour expliquer pourquoi la situation en est arrivée là. Le premier facteur est l'influence persistante de l'ère communiste sur les États d'Europe de l'Est, appelée la gueule de bois communiste. Il est difficile de pleinement souligner à quel point l'impact de la période communiste a été significatif tant sur la production économique que sur la gouvernance de nombreux États d'Europe de l'Est. En fait, même en Allemagne, le pays le plus riche de l'Union européenne, on le constate encore dans la division entre l'Est et l'Ouest. La doctrine communiste a provoqué une inefficacité économique durable dans la région. Il faut se rappeler qu'en Occident, les méthodes du capitalisme et de l'économie de marché libre sont ancrées dans la société depuis des siècles dans certains cas. Pour beaucoup de personnes de ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi de nombreux États d'Europe de l'Est sont économiquement inefficaces. Mais il faut se rappeler que pendant environ 50 ans, entre à peu près 1940 et 1990, pratiquement tous les Européens de l'Est sont nés et ont grandi dans des sociétés où le capitalisme était un concept très étranger. Cela est peut-être mieux illustré par les histoires d'actions dans des entreprises d'État qui allaient devenir extrêmement précieuses, mais qui étaient échangées contre des légumes par beaucoup de personnes à travers l'Europe de l'Est lors des premiers jours des tentatives de transition vers le capitalisme de marché libre. Beaucoup de personnes en Europe de l'Est n'ont toujours pas complètement compris le système du capitalisme libéral, ce qui explique pourquoi de nombreuses économies de cette région sont restées continuellement inefficaces, et dans de nombreux cas, n'ont pas réussi à se diversifier de manière significative. Les États d'Europe de l'Est qui ont réussi à se développer économiquement, comme la Pologne, la République tchèque et la Roumanie, ont tous été grandement aidés par leur adhésion à l'Union européenne, ce qui est désormais une aspiration commune à de nombreux États d'Europe de l'Est. Mais rejoindre l'Union européenne exige de respecter des critères stricts. Une partie de ces critères exige de faibles niveaux de corruption, ce qui reste malheureusement un héritage majeur du communisme en Europe de l'Est. Comme le montre cette carte, les 10 États les plus corrompus d'Europe sont tous situés à l'Est, au-delà de l'ancien rideau de fer. La corruption joue un rôle énorme dans l'explication du retard économique de l'Europe de l'Est par rapport à l'Europe de l'Ouest, car les finances publiques sont souvent détournées ou entièrement mal utilisées au détriment de la population générale et du développement économique. Non, je ne dis pas que l'Occident est sans corruption, elle y existe aussi. Maintenant, si vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo, félicitations, car je suis sûr que certaines personnes qui ne l'ont pas fait diront que j'ai oublié de mentionner les deux prochains points, à savoir la géographie et la colonisation. Ces deux facteurs qui sont en fait assez liés, car leur géographie est l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu participer au colonialisme. Historiquement, une fois que les pays d'Europe occidentale ont établi des échanges commerciaux et des colonies en Asie, en Afrique et dans les Amériques, ils ont acquis une richesse et une puissance considérables. L'Europe de l'Est avait un accès limité aux routes maritimes par rapport à l'Ouest, limitant ainsi son commerce. Il y a des siècles, avoir un port pouvait faire la différence entre devenir une puissance mondiale ou n'être qu'un autre territoire pour un empire plus grand. Il y a une raison pour laquelle certaines des plus grandes villes du monde aujourd'hui sont toutes situées près de l'eau et possèdent un port d'une certaine sorte. Pierre le Grand illustre bien cette importance. Arrivé au pouvoir, il a consacré la plupart de ses 43 ans de règne à chercher un port en eau chaude pour dynamiser l'économie russe. C'était la principale raison de la Grande Guerre du Nord contre l'Empire suédois au XVIIIe siècle, où la Russie a annexé d'importants territoires baltiques comme l'Estonie, la Livonie et l'Hongrie. Pierre a ainsi fondé Saint-Pétersbourg en 1703 sur la Nouvelle-Côte, en faisant la capitale de la Russie. C'était aussi la principale raison de la guerre russo-turque contre l'Empire ottoman pour obtenir l'accès à la mer Noire. Cependant, celle-ci n'a pas vraiment été couronnée de succès. On voit bien l'importance d'accéder à un océan plutôt que d'être enclavé. Même si certains pays ne l'étaient pas, cela ne signifiait pas qu'ils ne pouvaient en profiter. Contrairement à des pays comme le Royaume-Uni et la France, qui avaient un accès direct à l'océan Atlantique, si les pays de l'Est voulaient s'y rendre, ils devaient en faire face à des droits de passage élevés ou à un accès restreint par les détroits danois. Même problème pour le détroit de Gibraltar, historiquement contrôlé par les musulmans, les Espagnols, puis la Grande-Bretagne. Ainsi, l'Europe de l'Est était exclue du commerce international et du colonialisme, ce qui constituait un grand désavantage. Aujourd'hui encore, il ne profite pas du néocolonialisme comme certains pays d'Europe de l'Ouest. L'autre aspect géographique est que la majeure partie de l'Europe de l'Est, notamment la Pologne, la Biélorussie et l'Ukraine, est très plate. C'est idéal pour la production alimentaire.
Mais cela facilite aussi les invasions ennemies, expliquant pourquoi la région a souvent été au cœur de conflits et d'invasions, pas seulement d'Europe. Ne vous méprenez pas, l'Europe de l'Est est loin d'avoir la pire géographie du monde. Mais combinées à d'autres facteurs, ces limitations géographiques contribuent à expliquer pourquoi cette région est plus pauvre que ses homologues occidentaux. Cela ne peut pas être assez souligné, surtout lorsqu'on parle de ce problème d'un point de vue historique et pas seulement au cours des dernières décennies. Les conflits, notamment la succession de guerres, expliquent aussi la disparité économique. La guerre est en général inutile pour un État cherchant à développer son économie et la richesse de sa population. Depuis 1991, presque tous les conflits européens se sont produits en Europe de l'Est. Ces différents conflits n'ont pas seulement eu un impact direct sur les économies de leurs territoires respectifs, mais ils les ont aussi affectés indirectement à travers l'effet que les conflits ont eu sur les taux d'immigration en provenance des États d'Europe de l'Est. Après l'effondrement de la Yougoslavie, des millions de personnes des Balkans ont fui, privant la région de générations futures et de main-d'œuvre. Le lien entre conflit et immigration est visible aujourd'hui. La guerre Russie-Ukraine touche durement leur population et entraînera sûrement d'importantes conséquences économiques liées à la fuite des cerveaux. Je veux dire, rien qu'en 2022, on estime qu'environ 12 000 millionnaires ont quitté la Russie, ainsi que près de 100 000 travailleurs du secteur technologique, soit 10% de l'ensemble de la main-d'œuvre technologique du pays. Et cela m'amène au dernier point, la simple opportunité. Depuis la fin du rideau de fer, de nombreux habitants d'Europe de l'Est ont cherché du travail dans des régions plus prospères pour de meilleurs salaires. Les gens suivent à l'argent, c'est évident. Plus de 30 ans après la guerre froide et le rideau de fer, l'Europe de l'Est n'a toujours pas rattrapé économiquement l'Ouest. Si davantage d'États d'Europe de l'Est commencent à s'engager à rejoindre l'Union européenne, ils pourraient enfin rompre avec les tendances héritées de la période communiste et devenir des régions offrant plus d'opportunités. Cependant, si un jour l'Europe de l'Est et l'Ouest atteignaient la parité économique et sociale, ce ne serait que dans un avenir lointain. Merci de votre attention.